Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père en présence de flics et flacs. Et oui, car encore une fois, par ce beau 14 mai, on est sous la pluie et on a beau nous dire qu'en mai, fais ce qu'il te plaît, là... j'ai fait ce qui me plaît, j'ai mis une veste d'été et je me caille. T'as mis une veste d'été et tu te cailles. Mais on commence donc les vestes d'été et bientôt, vous allez revenir voir la veste orange. Celle-là, c'est la abricot. Et sachez qu'il y en a une orange qui est orange... J'en ai une verte aussi. Enfin. Donc on va avoir à la fois Casimir et Hippolyte. Ça va être parfait. Ça va être très très bien. Non, mais la verte, je vais vous l'amener, elle est quand même... Et comment c'était ? C'était le renard dans sa cage, c'était Léonard, je crois. Il y avait un renard dans une caisse. Ah ça, je regardais pas les émissions Fantine, tu sais, moi j'étais... Enfin bon, bref, on aura un travail pour le DAF, je suis sûre, on va lui assurer quelque chose. Enfin pour l'instant, il se sèche dans son panier. Aujourd'hui, on aimerait vous parler d'un sujet qui travaille Charles ces derniers temps, qui est le rôle des banques, et plus précisément le rôle des banques centrales. Vous savez ou vous ne savez peut-être pas que depuis, en gros, le XVIIe siècle pour la Suède et puis plus le XXe siècle pour les USA, un organisme central a été créé, une banque centrale qui avait pour mission l'émission justement de la monnaie, qui est une prérogative régalienne. Et au fil du temps, cette chose a évolué et on va essayer aujourd'hui de découvrir pourquoi, comment et en quoi c'est un peu un problème aujourd'hui à cause de tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors, est-ce que tu veux revenir un petit peu au début ? Je vais essayer de revenir un petit peu au début, mais avant, oui. Alors, je vais essayer de revenir. Comment la banque commerciale a-t-elle commencé ? Bon. La légende veut, je ne sais pas si c'est vrai, que ça a commencé avec des bouchers. Oui, tu nous l'avais raconté ici, bien sûr. Parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, de cash et tout. Il y avait... bon. Et puis, comme ils étaient costauds et qu'ils avaient des gros couteaux, on s'est dit... Les gens se sont dit, tiens, je vais mettre mes pièces chez eux en garde. Parce que comme ça, je ne devrais pas voler, quoi. Et puis, quand les bouchers ont eu les pièces chez eux, ils se sont dit, tiens donc, puisqu'ils viennent jamais les rechercher, les pièces, je vais peut-être les prêter. Puis au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup moins sale d'être banquier que d'être boucher, beaucoup moins difficile, qu'on gagnait de l'argent, puis qu'on était bien considéré. Alors que les bouchers, quand même, c'était des gens qui étaient couverts de sang et tout, c'était moins bien, quoi. Donc les bouchers se sont transformés en banquiers. Et c'est pour ça qu'il y a certaines qui disent qu'ils sont toujours assoiffés de sang humain, mais ça, c'est des méchants, il ne faut pas y les croire. Il faut pas les croire, surtout. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des gars qui arrivent, qui font un dépôt chez quelqu'un, le boucher ou pas, ça n'a pas d'importance. En disant, vous me le gardez. Et puis le gars se rend compte que finalement, il peut le prêter. Mais que finalement, une fois qu'il l'a prêté, les gens le remettent l'argent chez lui, souvent, ou chez son concurrent qui est pareil, et bien le concurrent, il mettrait de l'argent chez lui quand il aura fait un prêt. Et que les gens viennent chercher à peu près, même pas 10% de leur prêt en temps utile. Donc, étant des types astucieux, ils se disent, s'ils viennent chercher à tout moment 10% du pognon, mais pas plus, ou très rarement, je peux peut-être leur prêter 10 fois. Mmh. Et dans cet acte de dire que, dans le fond, les gens ont des dépôts, mais n'ont besoin que 10% en temps réel, tu as un acte de création de monnaie. C'est-à-dire que le type crée 10 fois plus de monnaie. Bien sûr. Tu vois, d'un seul truc. Donc, à ce moment-là, quel effet ça a, cette monnaie qui apparaît ? Ça veut dire qu'automatiquement, les taux d'intérêt sont moins élevés, parce qu'il y a une grosse offre de prêts qui n'existait pas avant. Donc les taux d'intérêt baissent. Ce qui fait qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se disent, à ce prix de l'argent, je peux me lancer. Oui. Donc ça favorise la croissance économique, tu vois, au début. Bon. Et donc l'acte de création par le banquier de prêts à des gens qui en ont besoin crée une augmentation de la masse monétaire, une activité qui s'accélère et tout va bien. Mais en même temps, est-ce que ça n'est pas inflationniste, cette création ? C'est inflationniste dans le court terme, le prix des trucs peut monter, mais comme le type va rembourser, ça n'a pas d'effet durable sur l'inflation. Puisque au moment où il rembourse, ça détruit la monnaie. Ça détruit la monnaie qui avait été créée au moment du prêt. Donc ça marche très bien, ça. Et puis, on s'est rendu compte avec le temps qu'il y avait un loup. Il n'y a pas de repas gratuit, comme disait ce bon, buvons un coup, Milton Friedman. Le repas gratuit, ça n'existe pas.
No such thing as a free meal. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'à la place d'avoir 10% des gens qui demandent leur argent, il y en a d'un seul coup 20, 30 ou 40. Parce qu'il y aurait des bruits que le boucher ou le banquier aurait des difficultés. Il y a des tas de gens qui ne le remboursaient pas, donc que ton argent n'était pas en sécurité chez lui. Oui, ou il avait prêté un navire qui avait sombré. Voilà, donc. Enfin, mauvaise affaire. Donc à ce moment-là, ils se précipitent tous et tu as ce qu'on appelle un bank run. Un bank run, c'est-à-dire que tout le monde va à la banque et tu as les gens qui sont là, qui font la queue pour essayer d'avoir l'argent. Et puis s'il n'y a pas assez d'or, parce qu'il n'y en a pas assez, puisqu'il a prêté 10 fois l'or qu'il avait. Par définition, premier venu, premier servi, oui. Premier servi. Donc, et c'est un truc, bon, j'y reviendrai, mais il y a plein de choses à raconter là-dessus. Et donc, à ce moment-là, vous avez un bank run. Et donc, mais le banquier, il a prêté de l'argent à des gens qui sont peut-être solvables. Oui. Qui lui ont donné un papier en échange. Oui. Et donc, les gens se disent à ce moment-là, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui escompte ce papier dans les moments de panique pour recréer de la liquidité et empêcher que les banques se pètent la gueule. Parce que si la banque se pète la gueule, l'entrepreneur va se péter la gueule et on va avoir une dépression, tu vois. C'est un machin qui tombe, c'est un domino. Donc les gens se sont dit, on va faire une banque centrale qui aura un gros stock d'or et qui escomptera les avoirs des banques. Les effets que les banques lui présenteront quand elles seront dans une situation difficile. Ça, c'était très malin, hein, c'était une bonne idée. Et puis, donc, c'est les Suédois qui ont eu la bonne idée, comme toujours d'ailleurs, parce que ils sont très malins. Et donc, on a créé la Banque de Suez, puis la Banque de Suède, puis la Banque d'Angleterre 15 ou 20 ans après. Puis la France est arrivée à la fin, plutôt un siècle après avec Napoléon. Bon. Et on a créé ces banques centrales. Et le deuxième rôle que se sont donné les banques centrales, c'était à la demande un petit peu de la profession, en disant, dites donc, faudrait pas qu'il y ait un salopard là qui se mette à prêter 40 fois, et donc il faut que vous vérifiez qu'il ne prête pas plus de 10 fois, quoi, ses fonds propres. Vous voyez, donc, une sorte de réglementation interne. Une sorte de mutuelle, si tu veux. En fait, donc, la banque centrale... Oui, mais enfin, qui érigeait une sorte de compliance. Compliance, c'était le début de la compliance, en disant, ouais, mais faut même pas laisser les farfelus arriver. Donc... Pendant 2-3 siècles, la Banque centrale, c'était un organisme mutualiste de réassurance. Ils payaient tous un peu quelque chose à la Banque centrale, ça s'appelait des taux d'intérêt, qui, elle empruntait moins cher que tout le monde, mais elle pouvait prêter parce qu'elle avait des stocks d'or. Et puis c'était un organisme de contrôle aussi. Pendant très longtemps, la Banque centrale aussi a été dans les mains du secteur privé. Bien qu'elle ait eu une fonction régalienne. C'était elle qui réglementait la profession, etc. Ce qui m'amène à une notion extraordinairement importante, c'est qu'est-ce que c'est vraiment que la monnaie? Ça peut pas être privatisé, parce que si tu privatises la monnaie, si tu crées plus de monnaie, ça te coûte rien. Ça peut pas être nationalisé, parce qu'on le verra, ça marche pas. C'est une espèce de bien commun qui doit être géré pour le bien commun. Et donc, il faut trouver une façon de gérer qui soit où l'État ait son mot à dire pendant les périodes de crise, mais où le secteur privé reste dominant. Et c'est à peu près comme ça que ça fonctionnait pendant 1 siècle et demi, 2 siècles, pendant tout le 19e et tout. Ce qui n'empêchait pas les crises, mais enfin, c'était... Donc ça a été la Banque centrale originale qui était une très très bonne idée, hein, qui était un truc brillant, quoi. Et puis arrive donc le siècle, le XXe siècle, le siècle abominable, le siècle des totalitarismes, des guerres, bref. Et à ce moment-là, les besoins de financement de l'État deviennent absolument gigantesques. Oui. Pour les guerres, mais aussi pour ce que j'appelle la montée et le financement de ce que j'appelle le social-clientélisme. C'est-à-dire que vous voterez pour moi et je vous donnerai de l'argent. Ouais, tu vois, Au début, post-guerre, à l'époque baby-boom, on a eu... les dépenses de l'État sont un peu allées aussi à la reconstruction du territoire et au fait de développer... Au financement, mais là aussi ça se remboursait. Et on avait donc des stades, des autoroutes, enfin des choses un petit peu. Et puis arrivent les années 70 et là la dépense de l'État est allée à des dépenses sociales, des transferts sociaux contre lesquels il n'y a rien en face. Et nous permettent de vivre
au-dessus de notre niveau de vie. C'est-à-dire qu'on a notre croissance et on a ce que la dette nous a acheté comme niveau de vie. Mais la dette, c'est un impôt qu'on a mis sur nos petits-enfants. Donc, et à ce moment-là, la nature de la Banque centrale change. À la place de financer de façon concurrentielle, parce qu'il y avait des dizaines, des centaines, des milliers de banques aux États-Unis, il y avait des dizaines de milliers de banques. Oui. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une concurrence entre les banques pour trouver les bons entrepreneurs et tout ça. Donc, et quand une banque sautait, c'était pas la fin du monde. Pour une raison très simple, c'est que quelque part, elle était petite. Et vient à ce moment-là une espèce de double mouvement de concentration des banques, ce qui fait que si une banque saute, ça devient too big to fail, tu sais, on dit trop gros pour faire faillite, quoi. Et d'appropriation par l'État de la création de monnaie. Autrefois, la monnaie était créée par le secteur privé, pour le secteur privé, était remboursée. Et donc, personne, si tu veux, il y a très peu de gars qui, au 19e, des économistes sérieux, qui parlaient de masse monétaire, tu vois, c'était pas un truc ils parlaient tous du cycle du crédit. Donc j'ai décrit les hausses, les bases, ils en parlaient tous, parce que ça les intéressait. Mais c'était déclenché par les taux d'intérêt, des trucs comme ça. La quantité de monnaie dans l'économie, ça les intéressait pas des masses. Lui non plus d'ailleurs. Et donc, arrive le moment où c'est l'État qui décide qu'il va créer de la monnaie. Donc, dans le système ancien, il y avait une adéquation presque parfaite entre la création de monnaie et la création de valeur. Et d'un seul coup, là, tu rentres dans un système où l'État crée de la monnaie, mais il n'y a pas de valeur créée de l'autre côté. Non. Les transferts sociaux, tu piques de l'argent à Paul pour le donner à Jacques, et surtout, tu piques de l'argent à ton petit-fils pour le donner à l'électeur d'aujourd'hui. Donc, la nature de la Banque centrale change. Ça devient un instrument de financement de l'État, au même titre que les impôts. Et à partir du moment où tu donnes les clés de la cave à un sommelier alcoolique, comme je dis toujours, c'est-à-dire l'État, à partir du moment où il peut acheter les voix en imprimant de l'argent, évidemment qu'il va le faire. Donc le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on essaye de remplacer le paiement de l'impôt, qui est toujours pénible, et il faut qu'il le soit, par l'impression de papier qui permet aux gars d'avoir l'impression qu'ils ont quelque chose de gratuit. Oui. C'est l'envers de la démocratie, en quelque sorte. Un système démocratique ne peut pas exister si l'impôt n'est pas perçu comme pénible. Oui. Il faut que l'impôt soit pénible, et il faut que tout le monde le paye. Voilà, il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui, tu regardes, plus de 50% de la population française ne paye pas l'impôt sur le revenu. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Ils ne payent pas d'impôt sur le revenu, mais ils payent la TVA, mais quand ils sont embauchés, il y a la moitié de leur salaire qui va... Tu disais justement que, quelque part, pour l'adhésion dans un système, tu dois avoir, sur tout le monde, un impôt qui soit lourd. Or, pour moi, c'est aussi un acte citoyen. Et d'accord, tu as des impôts sur la TVA, sur mais l'acte d'impôt sur le revenu, pour moi, c'est quelque chose d'important. Bien sûr, mais en même temps, si tu veux... Et si 50% de la population ne le paie pas, je trouve pas ça normal. C'est pas normal, mais ce qui est pas normal non plus, c'est quand tu les impôts. Ça, c'est un débat qui est intéressant, c'est celui de la finalité de l'impôt. Il faut lire le livre de Philippe Nemo là-dessus, qui est très bien sur les impôts, c'est sans doute ce qui a été écrit de mieux en français. Mais l'essentiel, c'est de se rendre compte que cet acte de création monétaire est devenu une façon de payer les gens et de payer les électeurs en leur faisant croire que d'abord que c'est bien, et ensuite que ça n'aura pas d'impact, que ça n'a pas d'influence. Tu te souviens, c'est ce qu'avait dit cet animal de Hollande, quand il avait dit... Ce n'est pas cher, c'est l'État qui paie, oui. Ça ne coûtera rien, c'est l'État qui paye. Mais vous dites comme si l'État n'était pas un coût. Donc, vous avez eu ce glissement qui s'est produit donc dans les années 60, 50, 60, 70, 80. Et avant ce glissement... ils étaient un petit peu coincés parce que le dollar avait un prix fixe vis-à-vis de l'or. Donc, tu avais à tout moment, si tu étais un État comme de la Ve République avec De Gaulle, qui commençait à avoir trop de dollars, ils pouvaient aller voir les États-Unis, leur amener des donneurs, on dit je veux la contrepartie en or. Il y a eu une bagarre comme ça terrible. 66, 67, 68, où De Gaulle réclamait son or, et puis les Américains n'étaient pas contents parce qu'ils ne voulaient pas le donner. Bon. Il y en a
en 72, les États-Unis doivent financer à la fois leurs grands problèmes sociaux qu'on appelait la nouvelle société qui venait de Johnson, c'est-à-dire la distribution d'argent gratuite, la guerre du Vietnam, l'arrivée des boomers. Donc, ils ne peuvent plus tenir la relation entre l'or et le dollar. Donc, ils cassent. Il n'y a plus de lien. Et à ce moment-là, les monnaies n'ont plus de valeur que les unes par rapport aux autres. Oui. Tu vois, il n'y a plus un truc objectif comme l'or qui dit qu'il n'y a plus, en quelque sorte, on a enlevé le surveillant général, quoi. Donc, le chahut a commencé dans la classe, quoi. Il n'y avait pas de surveillant général, il n'y avait rien du tout, le chahut commence. Donc, on a une période d'inflation terrible. Arrive Volcker qui remet des taux très élevés, ce qui stabilise le coût de l'argent, il le met très cher. Et donc, à ce moment-là, le dollar remonte, l'inflation s'écroule, et tout va très bien. Jusqu'au moment où arrive, dans les années 2000, une série de bracassés remarquables. Les Clinton, les Bush, les Obama, et qui tous nomment à la tête de la Réserve fédérale des pantins. C'est-à-dire... Bernanke. Bernanke pour commencer, ensuite Madame Yellen, ensuite... enfin bref, ça a été une série de désastres, oui. Une série de pantins qui permettent à la masse, à l'État de se financer... À bon compte. À bon compte, avec des taux d'intérêt très bas. Ce qui m'amène à la première réflexion, dans une démocratie réelle, où le peuple aurait son mot à dire... Le déficit budgétaire devrait être anticonstitutionnel. Bien sûr. Puisque la démocratie, c'est le vote des impôts par les citoyens. Et quand tu empruntes de l'argent à 10, 20 ou 30 ans, c'est tes petits-enfants qui paieront. Or, ils ne l'ont pas voté. Ils ne seront pas très contents quand ils auront à le repayer. Donc, la première des choses, c'est... Pour qu'on vienne un jour à un système normal, il faut que les déficits deviennent anticonstitutionnels. Déjà que cette allocation d'actifs bizarre avec des taux zéro a fait monter le prix de l'immobilier. Absolument. Ce qui fait que les jeunes générations se retrouvent à partir avec des difficultés pour acquérir un bien immobilier. Et ça, dans toutes les contrées. Et le financement dans tous les pays. Mais évidemment, parce que si les États-Unis mettent des taux d'intérêt bas, eh ben, tout le monde est obligé de mettre des taux d'intérêt, sinon sa monnaie montre de toi. Et puis, on n'a pas eu besoin, aussi pour financer notre dette, qu'on nous le dise très longtemps, de baisser nos taux. Ça les arrangeait bien de se retrouver avec une couverture de la dette. Alors, ce qui s'est passé aussi, un truc que j'ai mis du temps à comprendre, là, je vais le répéter à nouveau, c'est que dans ces systèmes qui avaient pété avec Nixon et l'or, etc., il y avait une banque centrale qui avait émergé comme le gardien du temple. C'était la Bundesbank. La Bundesbank. La Bundesbank était tout à fait remarquable. C'est elle qui a dit aux Américains à plusieurs reprises, parce que elle était indépendante constitutionnellement du gouvernement allemand, et elle l'était, vous le croirez pas, mais c'est vrai, elle l'était parce que les Anglais, quand ils ont fait la Constitution un petit peu avec les Allemands en 1945, après les dérives qu'avait connues ce pauvre pays, avaient dit il faut que la Banque centrale soit complètement indépendante, constitutionnellement indépendante du gouvernement pour qu'il ne ramène pas un autre Hitler. Donc, ils l'ont fait pour les Allemands, oui. Mais ils l'ont pas fait pour eux. Hein. Après, eux, ils n'avaient pas de problème. Ils étaient très contents de donner des ordres à la Banque d'Angleterre. Et donc, les Allemands ont pris leur rôle au sérieux et ont mis des taux d'intérêt toujours à peu près à 4-5% réels sur les obligations d'État. Ce qui fait que dès qu'un pays commençait à faire un peu l'andouille comme la France, la monnaie dévaluait, les gens disaient que... Donc, et on a vu ça à l'époque quand on parlait dans les années 80, 87, quand on a eu le grand crack, etc., c'était les Allemands qui ont dit « Moi, je baisse pas les taux, même si vous avez des élections, j'en ai rien à foutre. » J'ai entendu, je le sais, ça, de sources sûres, puisque les gens étaient dans l'avion avec le ministre des Affaires, des Finances des États-Unis. Bien, donc, il y avait l'Allemagne qui était là. Et comme c'était dans la Constitution allemande, que la Banque centrale était indépendante, on ne pouvait pas le changer. Et qu'est-ce qu'ont fait ces gros malins qui nous gouvernent ? Ils ont fait sauter Ils ont créé l'euro. Ils ont créé l'euro et ça a permis de contourner la Bundesbank. Ça a permis de contourner la Bundesbank et ça a permis donc cette espèce de déluge inflationniste dans lequel on est maintenant, dans lequel ils sont rués pour se faire du fric tous. Et donc, et j'ai mis du temps à le comprendre ça, il y avait la Bundesbank qui était dans le fond, qui contrôlait le temps, la valeur du temps. Et elle était sérieuse là-dedans, elle le faisait très bien.
Moi, quand je gérais de l'argent, chaque fois que je comprenais pas ce qui se passait, je me disais, je vais me mettre dans la Bundesbank, j'attendrai en Deutschmark, que je me mette à comprendre. Mais à partir du moment où il n'y a plus la Bundesbank, c'est ce crétin de Draghi, je le dis, c'est pas un crétin d'ailleurs, c'est juste un malfaisant, pardon. C'est juste une crapule qui a... Il faut parler crétin, il pourrait être excusable, tandis que là, il l'est pas. Et donc, c'est Draghi qui a décidé de tuer le temps, de permettre au gouvernement d'emprunter gratuitement pendant des années dans le monde entier, en faisant sauter ce verrou de la Bundesbank. Donc, alors, quelle est la situation aujourd'hui, si on essaye de reculer un petit peu, de se mettre un peu en arrière? On dit, bon, mais maintenant, une monnaie a 3 fonctions. Donc, c'est une réserve de valeur que vous mettez dans un tiroir. C'est un instrument d'échange. Vous payez votre baguette avec ça. Et c'est un étalon de valeur, c'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme le maître étalon. Où ça vous dit, bon, c'est juste... un carquois veut 2 flèches, quoi. Ce que je veux dire, ça vous permet de mesurer la valeur relative, les pommes par rapport aux poires, etc. Bon, mais ce qui se passe depuis 10, 15, 20 ans, les monnaies ne sont plus des réserves de valeur. Ça ne sert plus à rien. Non, mais pour autant, quand les gens aujourd'hui mettent de l'argent de côté, thésaurisent, on les force malgré eux à avoir des obligations d'État qui sont libellées en monnaie. Donc ils sont cuits. Alors ce qui se passe, c'est quand en assurance vie, tu es en monnaie. Tu es en monnaie. Donc ce qui se passe, c'est que comme la monnaie a perdu sa fonction des réserves de valeur, depuis 2000, l'or est passé de $300 par once à 2300. Oui. C'est-à-dire que les gens ont bien voté avec leurs pieds, tu vois. Donc, les gens, ils comprennent ça. Donc, la monnaie n'est plus une réserve de valeur. Maintenant, est-ce que c'est un étalon de valeur? Est-ce que tu peux mesurer la taille de quelqu'un avec un mètre étalon qui change tout le temps? Qui baisse, qui monte, enfin, qui fait que baisser d'ailleurs, il fait que baisser. Donc, la fonction d'étalon de valeur, par exemple, pour un industrie. C'est pas véritablement pour moi le fait qu'elle change tout le temps, puisque une monnaie peut être fluctuante. C'est qu'elle change par rapport à rien. C'est-à-dire parce que il n'y a pas. Si tu laisses une monnaie fiat être meuble parce que tu es l'Italie et que tu fais des transferts entre le nord et le sud, on comprend bien pourquoi. C'est une réalité de terrain. Mais aujourd'hui, avec l'euro, c'est des gens qui décident tout à coup, basés absolument sur rien d'économique. Rien d'économique. Et d'ailleurs, tout ça, c'était une construction politique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la monnaie, c'est des tickets d'achat qu'on vous donne sur Carrefour. Ça n'est plus qu'une fonction pour acheter vos pâtes et vos trucs comme ça. Mais une économie moderne ne peut pas se bâtir si elle ne prend pas en compte le coût du temps, le prix du risque. Donc en définitive, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on n'a plus de monnaie. Aujourd'hui, on n'a plus de monnaie. Aujourd'hui, de sorte que les banques centrales, per se, telles qu'elles sont arrivées, ne servent plus à rien, puisqu'elles ne font plus leur travail originel, et que, en conséquence, si on arrive à cette idée-là, que les banques centrales ne servent plus à rien, en réalité, si on doit dire que c'est un instrument d'échange, on peut tout à fait le faire, possiblement en bitcoin ou en n'importe quoi. D'abord, on peut le faire en bitcoin, mais la première des choses qu'on peut faire, c'est à quoi servent ces gros crétins qui nous ont foutus dans la... Alors, non, mais tu dis simplement, vous fusionnez avec le ministère des Finances, et j'ai pas besoin d'avoir une banque centrale pour distribuer des tickets de rationnement chez Carrefour. Quel est le rôle une banque centrale, c'est quelqu'un qui prenait en compte, si elle était bien gérée comme l'était la Bundesbank, l'intérêt commun, le bien commun, la valeur du temps, la valeur du risque, surtout qu'avant, protéger les épargnants. Avant, la Banque de France permettait d'escompter les effets de commerce, et avec le passage à l'euro, ça a arrêté. C'est-à-dire qu'avant, tu étais une entreprise locale, tu pouvais aller voir, parce que tu avais des traites, donc tu pouvais aller voir ta banque en disant, dites-moi, là j'ai un peu un problème de trésorerie, mais regardez, j'ai une traite à échéance qui va être réglée dans 6 mois. Est-ce que vous pouvez m'avancer? Par n'importe qui. Voilà, est-ce que vous pouvez m'avancer voilà. Et c'était ça que servaient les banques. Et ils escomptaient le temps. Ils ramenaient une traite qui devait être payée dans 2 ans, je sais pas, par le ministère des Finances ou j'en sais rien, était escomptée à la valeur d'aujourd'hui en prenant des comptes d'intérêt. Donc, tu avais une notion de risque. Ça permettait d'avoir une trésorerie, et parce que les gens sont souvent... gérait la liquidité. Voilà. Et ça avait un coût. Or, aujourd'hui, maintenant, plus rien n'a de coût, puisque les taux d'intérêt sont grotesques.
Donc, on a fait disparaître le temps du calcul économique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui être un entrepreneur. Donc, automatiquement, ça nous amène, et comme je l'ai montré 10 fois ici, plus le poids de l'État dans l'économie s'accroît, plus la croissance baisse, plus le chômage augmente, plus la productivité baisse, etc. Je l'ai montré 10 fois. Ça veut dire qu'on est en train d'entrer dans une société socialiste, où on n'a plus une façon logique et concurrentielle de discriminer entre les bons et les mauvais entrepreneurs, entre les bons et les mauvais citoyens. Et on arrive au point qu'aujourd'hui, c'est les États qui décident dans quoi les entrepreneurs doivent investir. Oui. Avec toutes ces réglementations à la loi. Et aujourd'hui, j'ai vu une très bonne interview il y a quelques jours de Musk qui disait, vous savez, le vrai problème des économies modernes, c'est que dès qu'il y a un secteur qui arrive, il progresse parce qu'il n'est pas réglementé. Et puis ensuite, il y a des tas de petits hommes gris qui arrivent qui disent, mais comment il n'est pas réglementé, il faut qu'on mette des réglementations pour protéger le citoyen et pour protéger nos libertés et tout. Donc ils commencent à mettre des réglementations, ce qui fait qu'au bout de 6 ou 9 mois ou de 6 ou 9 ans, vous vous retrouvez avec un système qui est complètement bloqué, où plus rien ne peut être fait. Ne rien faire, ne rien laisser faire, disait Courteline, voilà le but du fonctionnaire. donc, on y est en plein. Et ça permet, et plus la monnaie devient centralisée, plus ça permet le contrôle des petits hommes gris. Tu vois, c'est une espèce de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on se retrouve donc j'ai essayé de décrire ça dans l'article de cette semaine, mais ça me met très mal à l'aise parce que je me retrouve devant une espèce d'incohérence intellectuelle qui est très difficile à assumer, qui est la suivante, c'est, bon, une société ne peut pas fonctionner sans une monnaie. Bon, tout le monde le voit. Donc, on a quelque part, la nation a émergé un peu partout pour qu'on ait une monnaie qui était traitée et qui correspondait aux contraintes de chaque pays. Tu vois, c'était donc toujours ce que j'ai dit, derrière chaque nation, il y a une monnaie, derrière chaque monnaie, il y a une nation. Tu vois, c'était l'envers et l'endroit de la même pièce. C'était dans le Christ, rendez à César ce qui est à César, la pièce de monnaie, c'était l'État. Bon. Donc, la naissance de l'État-nation a amené à la naissance de monnaies nationales qui correspondent chacune au génie du peuple. Tu vois. Mais donc la disparition des nations, donc, qui est le but de cette classe dirigeante qui nous emmène, amène à la disparition de la monnaie. Et qu'est-ce qui va naître à la place? Alors j'ai vu naître le Bitcoin. Je me dis, tiens, ça ressemble à ce que réclamait Milton Friedman, ça ressemble à... Donc, est-ce que va émerger du secteur privé une monnaie qui ne soit pas nationale, qui ne soit pas appuyée sur la force d'un État, qui n'est pas cours forcé, en quelque sorte? Est-ce que c'est même possible? Ça a été monté tellement intelligemment, le Bitcoin, qu'il y a une limite à l'offre. Donc, ce qui fait peur, entre guillemets, vu de l'extérieur, c'est qu'on se dit les petits hommes gris à tout moment peuvent arriver et réguler en disant on ne le permet pas sur le territoire, ou on n'en permet pas l'échange, ou ainsi de suite. Et que la réserve de valeur dans le temps, qui est une des nécessités, c'est-à-dire le troc, je ne pense pas qu'ils pourraient l'empêcher. Non, il ne peut pas y avoir de troc. Mais je veux dire, ils ne peuvent pas empêcher l'échange que représente le Bitcoin, puisqu'il est dématérialisé. Mais ils peuvent, à un instant T, dire oui, mais nous n'accepterons jamais, par exemple, que cela ait lieu sur le territoire, et que des transactions qui sont passées en Bitcoin passent devant les tribunaux et soient jugées comme telles, qu'un salaire soit payé ainsi, ou ainsi de suite. Donc, limitant de ce fait... Ils vont essayer de le faire, ça c'est sûr, mais les crises financières importantes comme celle de la République de Weimar ou des choses comme ça arrivent toujours quand les gens sont payés dans une monnaie dans laquelle ils n'ont plus confiance. Tu sais, crédit, ça veut dire je crois. C'était les Italiens qui disaient ça, c'est-à-dire que si tu faisais crédit, ça veut dire que tu croyais que le gars était capable de te rembourser. Tu vois, c'était credito. Et c'est vrai aussi de la monnaie, tu la gardes parce que tu as confiance. Et donc là, on a un vrai problème, c'est que si les peuples décident qu'ils veulent plus travailler avec la monnaie locale et qu'ils vont acheter la monnaie du pays d'à côté ou de l'or ou n'importe quoi, ça se pètera.
C'est ce qui s'est passé à Verma, c'est ce qui s'est passé au Venezuela, c'est ce qui s'est passé à Cuba, etc. Leur monnaie, vous ne savez rien, c'est des papiers, c'est zéro. Mais à un instant T, tu seras payé dans la monnaie dans laquelle tu es payé. Oui, ça, mais à tu ce peux moment-là, bien il va y choisir. avoir bien sûr. Mais regarde au Liban, si tu es payé dans la monnaie locale, ça ne t'intéresse pas du tout. Ben oui. Tu t'achètes une cerise, mais par contre, si tu avais quelques dollars qui te traînaient... Donc, la véritable difficulté du raisonnement, c'est de se dire... Une monnaie, c'est une volonté de vivre ensemble. Un pays, c'est une volonté de vivre ensemble, qui implique d'avoir une monnaie nationale pour régler les problèmes nationaux, comme par exemple lever des impôts. Si on n'a plus de nation et si on n'a plus de monnaie nationale, cette volonté de vivre ensemble va se défaire complètement. Et on va se retrouver dans une période de... Alors, certains... C'est peut-être ce qu'on voit en ce moment. Certains te diraient que ça n'est pas que par la monnaie que la volonté de vivre ensemble s'est amoindrie. Mais il n'y en a jamais eu une sans une volonté de vivre ensemble. Je oui, n'ai pas eu une volonté de vivre mais... ensemble sans une monnaie. Hein. Voilà, mais l'inverse aussi, c'est qu'on a l'impression, par plein de pans de la société, l'éducation, le communautarisme, plein de choses, que ce pays se désagrège. Il y a une volonté aussi de faire renaître des régionalismes, mais ces régionalismes, s'ils sont sains par leurs racines, en même temps deviennent parfois des communautarismes aussi. Donc ça n'est pas non plus... Il n'y a pas de... C'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'on était arrivé, après bien des émeutes, des coups de sang, des révolutions, etc., à avoir des sociétés à peu près stables, organisées autour d'un État qui était à peu près pas trop prédateur et qui servait d'une monnaie nationale pour prélever les impôts qui étaient nécessaires à son fonctionnement. Et où je regarde maintenant, je vois la monnaie qui est en train de se défaire, leur volonté de vivre ensemble qui est en train de se défaire, les États qui deviennent complètement prédateurs, ceux qui gèrent les États qui deviennent prédateurs. On devient aussi géré par des clowns. Par des mafias. Non, mais attends, il n'y a plus un homme politique qui est de stature, ça devient hallucinant. On nous colle des gamins plus jeunes d'année en année, des débats à l'Assemblée nationale qui deviennent sur le périmètre des bouchons, s'ils doivent être attachés ou pas, enfin je sais pas. Tu trouves que tout ça n'est pas bien sérieux. Surtout qu'on a des problèmes monstrueux. Mais c'est ça, surtout qu'on a des problèmes monstrueux. Pour moi, ce qui est en train d'arriver à nos monnaies, c'est un peu un signe tout à fait étonnant de dégradation de la responsabilité que les gens ont vis-à-vis du temps. Qu'est-ce que tu penses en ce moment du franc CFA et de... Le franc CFA, on prenait une partie des réserves de change, on faisait une espèce de mutuelle des pays africains anciennement colonisés français, et puis là, ils gardaient une partie de la réserve de change qui était gérée par la Banque de France, et puis voilà. C'était un franc CFA, mais en même temps, c'était faire aucune différence entre les bons qui avaient des excédents des comptes courants, etc., ils n'avaient pas le droit d'y avoir accès, ils ne pouvaient pas y avoir accès, et les mauvais qui, eux, dépensaient n'importe quoi. Donc, c'était comme toujours... une cote mal taillée. Une cote mal taillée, le lit de Procus, c'est-à-dire ceux qui étaient trop grands, voilà. On leur coupait les pieds, ceux qui étaient trop petits, on les trouvait pour les pieds qui dépassent pas. Donc, personne n'y gagne. Personne n'y gagne. Enfin, si, les vilains. L'inspection des finances. Oui, voilà. Et la Banque de France qui touchait des recettes. Bon... il est évident qu'avec les succès de notre politique africaine, les gens ne voient pas du tout pourquoi ils doivent avoir la réserve de change. Surtout les bons, d'ailleurs. Surtout les bons, et on les comprend. On les comprend. Donc, honnêtement, on ferait pareil. Donc, ils disent, allez hop, oui. Débarrassez-moi de ces blancs qui servent à rien. Honnêtement, ils ont raison. Et honnêtement, ils ont raison. Donc, le franc CFA, ça va être encore un succès de la diplomatie internationale de M. Macron, quoi. Il va disparaître. Et puis, encore une fois, tout ça fonctionnait quand on avait une francophonie très forte, quand il y avait... Et qu'on était fiers d'être français. Voilà, quand on avait une agrégation aussi par le rayonnement que la France insufflait. Mais il est certain qu'à partir du moment où on est tombé dans aujourd'hui une sorte de misérabilisme, aussi bien dans l'art que dans la création littéraire, et ainsi de suite, on se dit, mais qu'est-ce que les gens ont admiré de nous, en définitive? Comment t'appelles L'Eurovision, c'était un truc tout à fait extraordinaire. Moi, personnellement, puisque tu me parles de l'Eurovision, j'ai trouvé que pour une fois, la France, d'abord, on a chanté en français, et le chanteur qui a chanté en français l'a fait de façon très belle. C'était très musical, et j'ai trouvé qu'on s'est bien tenu. Je n'ai pas eu honte de la France. Par contre, les autres pays... Mais l'Eurovision, c'est devenu un truc de fada. De fada. Écoute, c'est entre satanisme et... LGBTQ, on s'en fout. Voilà, et des gens qui montrent
leur kiki. J'ai pas trouvé ça... voilà. Mais d'habitude, on voyait ça au Palais des Papes à Avignon, pendant le spectacle d'Avignon. Oui, voilà. Où les gens se mettaient nus sur la scène. Ça fait à peu près 60 ans que c'est à la pointe de la mode de se mettre à poil quand on est un comédien. Mais moi, je faisais ça dans les vestiaires de rugby et personne ne trouvait ça bien. On sortait, on allait faire les contusions. Et je me tape un doigt à la tête. Bon, voilà, et on n'en faisait pas. On ne prétendait pas qu'on était des génies. Tandis que maintenant, ils se foutent à poil sur la scène, mais en plus, les joueurs de rugby, ils étaient beaux. Mais en plus, on nous explique que c'est génial et qu'ils ont découvert non, mais les types sur la scène, ils sont vilains en général. Mais en plus, bien sûr. Moi, j'avais quelques camarades de rugby qui jouaient au 2e, 3e ligne. Si tu veux, t'étais impressionné quand tu les voyais. Quoi. Bonjour monsieur. Il n'y avait pas de doute. Là. Il y en a beaucoup par ici. Non, mais je dis ça, tout ça, c'est en plus on a cette espèce... Et alors, je déjeunais hier avec un type tout à fait éminent qui était un très haut fonctionnaire du Liban, etc., pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et il me disait que la perte de prestige de la France dans tout le Moyen-Orient est inimaginable parce que on avait la position un petit peu de la civilisation alternative, c'est-à-dire qu'il y avait les anglo-saxons, on les connaissait, puis il y avait les Français qui raisonnaient pas vraiment comme les anglo-saxons. Donc on avait une espèce de position crédible. Mm-hmm. Et il dit que maintenant, mais plus personne ne s'intéresse à ce qu'on raconte, c'est-à-dire que on peut... Donc, je vois se défaire à la fois cette volonté de vivre ensemble qui était la France, et autour de cette volonté de vivre ensemble, il y avait une espèce d'affectio societatis qui avait pris le monde entier. Il y avait des gens dans le monde entier qui aimaient la France parce qu'elle avait une façon de vivre ensemble qui était différente des autres pays qui vivaient ensemble aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc on avait une civilisation qui était marrante, qui était différente. C'est toujours dit, les hommes et les femmes s'entendaient bien, etc. Et en l'espace de 20 ans, tout ça qui n'était qu'une création psychologique, qui avait pas, ça reposait pas sur des machines, etc. C'était une culture, ça part, et ça part avec la monnaie. Exact. Donc, quand je vois les monnaies qui deviennent malades, je me dis, il y a quelque chose de profondément malade dans le pays. Ouais. C'est presque... Le royaume du Danemark. Le royaume du Danemark, il y a quelque chose de pourri, c'est exactement ça. Et alors, je me dis, bon, alors il y a la solution du Bitcoin, et l'autre solution, ça va être l'émergence de vraies monnaies dans les pays qui veulent vivre ensemble, c'est-à-dire les briques. Alors, oui, alors... Mais nous, on sera plus concurrentiel. Donc, et en plus, si notre monnaie ne vaut plus rien, ils vont plus nous prêter d'argent. Bah non, bien sûr. Et donc, notre niveau de vie, paf. Si tu veux, on l'a déjà vu avec la crise russe. Ils avaient la gentillesse d'acheter... on leur donnait des bouts de papier en euros et ils étaient contents. Mais ce qu'ils nous faisaient, nous, la trésorerie. Mais là... Et je sais pas. Et alors là, il y a aussi quelque chose, j'en discutais avec quelqu'un d'intelligent encore hier, mais j'en rencontre. Il y en a quand même qui traînent, mais ils sont jamais invités nulle part. Mais enfin, ça, ils sont invités. Ils viennent ici, ils viennent nous parler. Et il me disait, réfléchissons un petit peu. J'avais jamais pensé à ce coup-là. Tiens, c'est la première fois que je le raconte, mais j'avais jamais pensé. Il me dit, la Russie, bon, il y a déjà l'espèce de oligopole sur le pétrole. Mm-hmm. Si la Russie fait tomber l'Ukraine et prend Odessa... Alors, encore une fois, personne ici n'est pro-Poutine. On s'en fiche complètement. On réfléchit ex nihilo avec les faits qui sont les faits. Voilà. Mais on ne souhaite ni l'un ni l'autre. On est français, nous, avant toute chose. La Russie et l'Ukraine contrôlent entre 30 et 40% de l'exportation de blé mondial. Oui, bien sûr. Alors, si la Russie contrôle l'Ukraine, ça veut dire que la Russie... contrôle les greniers à blé. Contrôle la bouffe. La bouffe, bien sûr. Du monde entier. Bah oui. Parce qu'on est obligé... C'est un gros succès des Américains. Ça, non, mais ça, c'est quand même hallucinant qu'avec la Beauce, la Brie, la Picardie, on soit obligé de faire rentrer du blé. Oui, d'abord. Mais nous, non, mais ça veut dire aussi que c'est les Russes qui décideront qui a de la bouffer et qui n'a pas à bouffer. Oui, bien sûr. Bon, donc ça aussi, c'est un truc nouveau que je n'avais pas pensé. Et le troisième, c'est que tout le monde parle de développer l'énergie nucléaire, mais que les seuls pays au monde qui font de ce qu'on appelle des yellow cakes, enfin pour faire de l'uranium à partir de... Ah oui, il y a la Russie et il y a le Kazakhstan, quoi. Donc ça veut dire que
à la fin de cette crise, on va retrouver la Russie contrôlant l'uranium, le blé et le pétrole et l'énergie. Mais ça revient à quelque chose dont on a parlé pour l'Université de l'Épargne et sur laquelle on s'est arrêté, c'est-à-dire que quand tu développes un système à la Ricardo d'hyperspécialisation, la limite de ça, c'est la fragilité que tu induis dans ton pays. On vous a déjà parlé souvent de concept de fragilité, d'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb, et c'est la limite de la vision libérale appliquée au protectionnisme. C'est-à-dire à partir d'un moment où tu t'es tellement spécialisé que tu as délégué quelque part tes compétences. C'est ton énergie. Voilà. Donc on en est arrivé à l'idée que pour un pays, en définitive, la limite de l'hyperspécialisation qui te permettait d'être performant et c'était de conserver ta souveraineté, l'énergie et la bouffe. Et aujourd'hui, on est dépendant énergétiquement et on est dépendant pour la bouffe. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer pour nous ? Mais voilà, non, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à l'issue de cette guerre, on se retrouve sous le contrôle effectif de la Russie pour l'énergie, la bouffe et l'uranium. Tu sais, j'ai l'impression quand on était petit, il y avait l'histoire des 3 petits cochons, et il y avait celui qui fait sa maison en paille. Je dis, mais là, on pense tous qu'on est le 3e petit cochon, celui qui a la maison en briques. On est le premier, c'est celui, le cochon qui a une maison, il souffle, et la maison, elle s'envole. Et il est bouffé. Moi, c'est ce que je raconte toujours quand j'étais petit. Et la maison s'envola. Et la maison s'envola, mais quand j'étais petit, les 3 petits cochons que je lisais avec soin, d'ailleurs, les 2 premiers petits cochons, ils sont bouffés. Mais bien sûr qu'ils sont bouffés. Alors après, à la mode Disney, ils vont se réfugier chez leurs frères. Mais dans la première histoire, c'était le cochon, ils sont bouffés, bien sûr. Dans ma jeunesse, j'apprenais que les petits cochons qui n'avaient pas fait attention, ils étaient bouffés. Voilà, ceux qui avaient fait la maison en bois et celui qui avait fait la maison en paille, ils étaient bouffés. Si tu faisais pas une bonne maison en briques. Bon, en attendant, on est dans une maison en paille et le loup va souffler. Et on va faire quoi ? Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a créé ce monstre qui est en train de devenir la Russie. Qui va nous coincer quand il le voudra et où il le voudra. Non mais c'est étonnant quand même. Et c'est pas Macron avec ses petits poings tout fermés. Non mais il a des gros biceps, vous avez vu ça, on a vu ça il avait des gros biceps, je sais pas, il les avait empruntés. C'était Rocky Balboa, oui. C'était Rocky Balboa, il avait emprunté à Sylvester Stallone. Il a mis la tête de Macron sur Sylvester Stallone, mais enfin c'est bref. Donc j'ai pris des coups dans la gueule, Adrienne. Et donc c'est tout à fait étonnant, mais tu vois, donc tu commences un conflit avec des trucs moraux, etc., et tu te retrouves avec des gars qui contrôlent la bouffe, le pétrole, l'énergie, l'uranium, et t'as rien vu venir. Ouais, il va falloir leur donner toutes les femmes. Donnez-leur les femmes, sire, donnez-leur les femmes. Tu sais, les Françaises, elles sont toujours prêtes à se dévouer, mais c'est c'était l'histoire d'Arletty. Non, mais c'était l'histoire d'Arletty. Elle était très bien, après la guerre, on lui a reproché d'avoir un peu trop, effectivement, fricoté avec les Allemands. Elle dit, fallait pas les laisser rentrer, hein. Elle avait dit ça au juge, oui. Ouais. Fallait pas les laisser rentrer. Oui, il faut pas les laisser rentrer. Bref. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toute une série de choses qui se lient à la monnaie, et que les gens me disent, il y a 2000 coups de couteau par jour en France. Je leur dis, oui. Mais ça se passe en même temps que la monnaie s'écroule. Tu vois ce que je veux dire ? L'Empire romain s'est écroulé et en même temps que sa monnaie est passée à zéro, quoi. Tu vois, tout ça, c'est des espèces de choses qui se passent quand une société ne veut plus vivre, ne veut plus prendre de risques, ne veut plus travailler, veut mourir paisiblement. Et en général, c'est pas une bonne idée parce qu'on meurt pas, ils meurent pas paisiblement. C'était quoi, c'était quand ils ont pris Rome, la tribu qui avait pris Rome, je sais plus laquelle c'était. Ceux qui étaient sur sur Rome. La prise de Rome, ça n'a pas été une partie de plaisir, quoi. C'était pas. Non, ça devait pas être propre. Les guerres le sont rarement. Les guerres se sont rarement. Voilà, ça c'est un truc que je voulais dire, c'est que un pays qui est comme ça, ouvert à tout, etc., il tient pas une seconde dans une guerre. C'est une maison de paille. C'est une maison, voilà. Voilà, mais écoutez... Donc vous pouvez lire cet article qui est plus technique, dans lequel je donne des éléments, des chiffres, etc. L'article, vous le retrouverez sur notre site internet, www.institutdeslibertés.org, et l'article s'intitule « Abolir les banques centrales est une nécessité absolue ». Il date de lundi, on est mardi 14, donc il date du lundi 13. Et sinon, sur le sujet de l'Université de l'Épargne, au moment où vous écouterez ceci, on ne sera pas très loin du lancement.
Donc on finit aujourd'hui les dernières vidéos. Ça va être il faut prévenir les gens il y a des tas de plâtres à essuyer, il va y avoir des ratés au début, il faut pas nous en vouloir, c'est neuf pour nous, on sait pas faire, on fait de notre mieux. Non, alors voilà, on va faire une sorte de bêta-test au début. Vous trouverez aussi sur notre page Twitter un lien pour vous préinscrire si vous êtes intéressé. Comme ça, vous serez informé en temps réel de où ça se passe, comment ça se passe. Voilà, donc on arrive très vite avec l'aide technique sur comment garder vos sous et les mettre à gauche. C'est de plus en plus... Honnêtement, c'est pas pour essayer de vous vendre quelque chose, hein, mais honnêtement, on arrive dans une période où il faut pas rester les deux pieds dans le même sabot avec votre épargne. Hein. Il faut quand même y réfléchir beaucoup. Hein. Voilà. Donc on vous dit à très bientôt en attendant et merci à nouveau de nous avoir suivis, Charles, le DAF et moi-même. Il a été un petit peu bruyant mais mignon. Oh oui, mais il avait pris froid dehors. Hein. Oui, il a pris froid. J'ai essayé de le bouchonner mais il n'y avait plus de... Il est venu se bouchonner contre mes cuisses et j'ai les pattes toutes mouillées maintenant. Voilà, formidable Jeeves. Oui, formidable. Très bien ce petit. Merci Nils. Bon, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.